Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire présenté par Billy et Benjamin, consultants chez Socio Data Management. Le webinaire portera sur le sujet comment initier un projet d'AutoML sur le cloud. Au cours de la présentation, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans l'onglet chat ou questions. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Billy et Benjamin, à vous la parole. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Alors très rapidement, Socio Data Management fait partie du groupe Oriance, qui compte 6 entités, Acarva, DocuJet, Socio, Aura, Confiance IT et Sifadis, chacune spécialisée dans leur domaine. Plus particulièrement, Socio Data Management est spécialisé en BI, en Data Engineering et en Data Management. Bien, alors rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est un secret pour personne, à présent, le volume de données depuis des décennies augmente exponentiellement. Alors, dans tous les projets de data, l'une des principales problématiques, c'était de réussir à absorber un maximum de données pour donner des insights business toujours plus aboutis, toujours plus pertinentes. Et conjointement avec cette explosion de la donnée, il y a une nouvelle contrainte qui est apparue, une nouvelle problématique qui est une contrainte temporelle. En effet, il faut maintenant savoir à la fois intégrer un maximum de données dans ces projets data et également le faire dans une fenêtre temporelle extrêmement réduite. Tout simplement parce que, d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a une vraie problématique de temps en plus qui s'est attachée à cette problématique de volumétrie. Et donc ça, pendant très longtemps, en tout cas pendant ces 10-15 dernières années, le machine learning a été une solution à cette problématique. Depuis quelques années, on commence à voir apparaître une nouvelle problématique qui est celle de la transversalité de la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les business souhaitent, et les entreprises en général, souhaitent pouvoir donner des ressources de machine learning ou d'autres cycles analytiques plus poussés dans des mains qui sont moins expertes, donc dans les mains des métiers, et ce, afin de fluidifier et tout simplement d'améliorer et de faciliter leur business. Et donc pour cela, de nombreux acteurs, et notamment les acteurs du cloud, on verra tout à l'heure que c'est justement grâce à l'avènement du cloud que ces solutions dites d'AutoML sont extrêmement utilisées et extrêmement utiles à présent, va répondre à ce besoin de transversalité. Et donc, ce sont ces outils que nous allons vous présenter. Donc, pour vous les présenter de manière extrêmement fonctionnelle, on va rappeler dans un premier temps ce qu'est le machine learning et le cloud, parce qu'on va voir que ces outils d'AutoML sont véritablement à la croisée des chemins entre ces deux notions. Et on terminera cette présentation par une démonstration et on va appliquer un use case aux 3 différentes plateformes du cloud qui sont aujourd'hui les grands leaders, que sont Google, Microsoft et Amazon. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le machine learning. Donc, aujourd'hui, le machine learning, voilà, quand on parle de machine learning, il y a énormément de termes qui reviennent. Data mining, classification, intelligence artificielle, réseau de neurones, etc. Donc, on peut être très, très vite perdu dans tous ces termes, dans ces méandres de concepts. Donc, on vous propose une définition qui est évidemment au niveau et plutôt simpliste, mais qui, en tout cas, qui englobe bien le sujet. Donc, le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui automatise la construction de systèmes qui vont apprendre de manière itérative de la donnée et qui va identifier des patterns et qui va prédire en général de futurs résultats et le tout avec un minimum d'intervention humaine. Et une des caractéristiques également primaires du machine learning, c'est que ce sont des modèles qui vont plutôt se faire un focus sur la qualité de la prédiction, de la prévision, plutôt que sur l'interprétabilité du modèle. Donc aujourd'hui, le machine learning, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans beaucoup de domaines différents. On a répertorié 5 use cases où on sait aujourd'hui que le machine learning a fait ses preuves. Donc par exemple, dans la détection des fraudes, notamment dans la lutte anti-blanchiment d'argent, il y a énormément d'outils de machine learning qui sont développés pour pouvoir se prémunir des différentes fraudes, notamment dans le milieu bancaire ou de l'assurance. Des use cases aussi de marketing ciblé pour permettre aux équipes marketing de bien comprendre le comportement des clients, etc., pour bien appréhender la manière de consommer. Ensuite, dans le risque financier également, beaucoup, notamment au niveau des banques, pour pouvoir les aider à respecter les accords dits de BAL 3 et BAL 4 qui ont été signés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, toujours dans cet esprit de pouvoir aider ces banques à respecter au mieux ces critères.
Récemment également, beaucoup de problématiques dans le retail, notamment des problématiques de géomarketing et de supply chain, tout simplement. Et enfin, l'industrie, ces dernières années, notamment avec quelques thèses de doctorat de maintenance prédictive qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, le machine learning est vraiment, se démocratise véritablement depuis une dizaine d'années et est largement utilisé. Bon, qu'est-ce qu'on entend concrètement par machine learning? Parce qu'on utilise ce terme, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, on aime bien modéliser un modèle dit de machine learning sous la forme d'un pipeline, alors qui est supervisé ou non supervisé, mais surtout donc sous la forme d'un pipeline. Donc, en amont de ce pipeline, le but va être d'aller gratter de la donnée, aller chercher de la donnée brute, donc l'analyser, comprendre l'information qu'on veut introduire dans le modèle. Ensuite, une phase dite de data pre-processing. Donc là, on va créer des nouvelles variables, on va vérifier la pertinence de nos variables pour notre problématique. Et enfin, des phases de modélisation et de prédiction. Mais Billy va pouvoir revenir dessus dans la suite. Et donc, une des caractéristiques principales, en tout cas, une des caractéristiques principales de ces modèles de machine learning, c'est la difficulté qu'on peut rencontrer à les mettre en production. C'est un process long et coûteux en ressources que Billy va vous présenter. Alors maintenant, on va parler des étapes d'industrialisation des modèles de machine learning. La première étape, on va définir la problématique, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre avec les métiers la problématique qu'on doit résoudre et identifier les variables à expliquer. Par exemple, est-ce qu'on doit prédire une quantité? Dans ce cas-là, on devra faire une régression. Est-ce qu'on doit profiler des clients? Si oui, on devra faire du clustering. Ou bien est-ce qu'on doit classifier des individus selon deux, trois catégories qu'on a prédéfinies avant? Dans ce cas-là, on devra faire de la classification. Du coup, dans cette première étape, elle est nécessaire pour se poser les bonnes questions et pour comprendre la donnée. Ensuite, on va passer à la collecte des données, c'est-à-dire que on va regrouper les données. Les données peuvent provenir de plusieurs sources. Elles peuvent provenir de sources de bases de données internes à l'entreprise, de bases de données externes, auquel cas on aurait recours à des API. Et ensuite, elles peuvent provenir de fichiers CSV ou de fichiers Excel. Une fois qu'on a regroupé les données, on va effectuer un nettoyage sur les données, parce que vu que les données proviennent de plusieurs sources, elles peuvent contenir plusieurs anomalies, comme par exemple des données erronées, des données incomplètes, des données non normées, des doublons, etc. Donc, tous ces problèmes, si on ne les nettoie pas, ça peut engendrer des biais dans les modèles de prédiction. Du coup, cette troisième étape, elle est nécessaire. Une fois qu'on est en possession d'un jeu de données complet et correctement traité, on peut passer à l'étape de formalisation des hypothèses, dont l'objectif, c'est de croiser les différentes natures des données pour établir des liens de corrélation entre elles. Une fois qu'on a identifié les variables qui impactent la variable à prédire, on peut passer à l'étape de détermination des variables synthétiques, dont l'objectif, c'est de déterminer des combinaisons de données sur lesquelles tourneront les algorithmes. Par exemple, on peut sélectionner les variables les plus pertinentes, ou bien on peut transformer les variables, c'est-à-dire créer de nouvelles variables à partir des variables brutes du jeu de données. Ensuite, on peut passer à l'étape de construction du modèle, dans laquelle on devra choisir les différents modèles de prédiction qui prédisent au mieux la variable qu'on doit expliquer. Dans cette étape-là, on va souvent diviser le jeu de données en deux, souvent 70% pour le jeu d'entraînement et 30% pour le jeu de validation, c'est-à-dire on va calculer de combien dévient les prédictions des vrais résultats. Ensuite, une fois qu'on a validé le modèle, on peut s'en servir pour prédire les résultats et on peut présenter les résultats avec des outils de data visualisation. Maintenant qu'on vous a présenté le machine learning, on va vous présenter le cloud et ses avantages. Bien. Alors, le cloud, aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'utilise, que ce soit par exemple avec d'un point de vue personnel, notamment avec le iCloud de Apple ou alors dans le milieu professionnel avec le Dropbox, etc. Mais concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on entend par le cloud dans un projet data, notamment dans un milieu professionnel? Eh bien, tout simplement, voilà, on va faire le avant-après. Alors, avant le cloud, il n'existait que des solutions on-premise, c'est-à-dire où toutes les infrastructures, que ce soit le stockage des données ou les logiciels étaient installés en physique au sein de l'entreprise. Après le cloud, maintenant, toutes ces infrastructures vont être installées généralement hors de l'entreprise ou en tout cas dans des systèmes qui vont être accessibles via Internet.
Et donc, ça va permettre à la fois de centraliser les ressources et donc automatiquement de faire des économies sur l'investissement à mettre en place pour développer de telles solutions et de telles infrastructures. Donc, on va distinguer également ce qu'on appelle le cloud public et le cloud privé. Donc, la différence se situe entre ces deux clouds, se situe au niveau du serveur. C'est-à-dire que quand vous allez souscrire, par exemple, à un cloud privé, vous allez réserver un serveur qui va vous être propre. Et donc, uniquement votre business et votre entreprise sera à même d'accéder à ce serveur. Il y a évidemment tout un système de sécurité qui permettent cela. À l'inverse, le cloud public, vous partagerez le serveur avec d'autres entités et ce serveur vous sera fourni par un fournisseur tierce. À la réunion de ces deux mondes, on a la solution hybride, donc en général des fournisseurs qui vont proposer des services de cloud privé. Je pense notamment aux trois plateformes que nous allons vous présenter plus tard, que sont Google Cloud Platform, Microsoft Azure et Amazon Web Services, qui marchent selon ce principe de solution hybride essentiellement. Et donc, ça, c'est le cloud, mais comment est-ce que vous allez utiliser ces services au sein de l'entreprise? Alors, simplement sous la forme de 3 services différents. Le premier service, c'est le service PaaS, donc Platform as a Service. Donc, c'est là où on va retrouver justement, c'est dans cette catégorie-là où se trouvent GCP, Azure et AWS. On va avoir également les services IaaS, Infrastructure as a Service. Donc là, c'est essentiellement du hardware et du paiement à l'utilisation, notamment sur la virtualisation et sur le stockage des données. Et enfin, les logiciels en mode SaaS, où ça va être ce sont des logiciels qui sont fournis sur le cloud par un fournisseur attitré. Et donc, la différence entre ces 3 services, ça se joue essentiellement sur le degré de contrôle de l'utilisateur sur ces solutions. Donc, au niveau pour les acteurs, alors il n'y a pas de surprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, on retrouve les gros, ceux dont on entend toujours parler, que ce soit Microsoft avec Microsoft Azure, Google avec la Google Cloud Platform et le mastodonte Amazon avec Amazon Web Services. On n'oubliera pas non plus Alibaba qui a bien évidemment développé sa solution cloud ainsi que l'américain IBM. Donc, on vous a présenté quelques statistiques pour bien vous représenter les enjeux du cloud en ce moment et dans les années à venir. Je voudrais en souligner simplement 2. La première, c'est que je parlais du mastodonte Amazon, c'est-à-dire que 80% des entreprises aujourd'hui qui utilisent le cloud ont en cloud principal AWS. Donc, ça souligne vraiment le monopole d'Amazon sur cette technologie-là. D'ailleurs, AWS, c'est 50% du chiffre d'affaires total d'Amazon, qui est la 4e entreprise en termes de valorisation. Donc, ça montre à quel point ce business est important. Et enfin, le dernier chiffre que je voudrais souligner, c'est qu'il était prévu qu'entre 2018 et 2022, le chiffre d'affaires lié au cloud dans le monde double. Alors, c'est un chiffre qui est faux actuellement, mais tout simplement parce que ça a encore plus accéléré suite notamment à la crise sanitaire. Où il y a eu un véritable besoin de virtualisation des ressources suite aux différents événements. Et donc à présent, Billy va vous présenter les avantages et les potentiels véritablement du cloud. Alors très rapidement, le cloud a ses avantages. Le premier avantage, c'est qu'il permet de lancer rapidement de nouvelles instances dans le cloud en quelques secondes et ça va améliorer la vitesse et l'agilité des développements logiciels. Ensuite, utiliser une infrastructure cloud permet d'améliorer l'efficacité tout en réduisant les coûts. Par exemple, on n'a plus besoin d'investir ni dans du matériel ni dans des équipes IT pour acheter et entretenir du matériel informatique. Tout ça, c'est géré par le fournisseur cloud. Ensuite, le cloud va offrir une sécurité au niveau des données. Par exemple, on va avoir des fonctionnalités telles que la gestion des accès qui va restreindre l'accès aux données sensibles uniquement aux utilisateurs qui en ont besoin. Ensuite, le cloud offre une grande scalabilité. Il va permettre aux entreprises de faire évoluer rapidement et efficacement leurs services informatiques en fonction des besoins de l'entreprise. Ensuite, le cloud permet une meilleure collaboration entre les différentes équipes d'une même entreprise. Chaque secteur va avoir son propre environnement cloud et pourra fonctionner sans gêner les autres.
Et enfin, le cloud permet un backup des données plus performant, c'est-à-dire que le fait que les données puissent être stockées dans le cloud va aider les entreprises à des fins de sauvegarde, de restauration et de récupération de données. Voilà, ça, c'est une liste non exhaustive des avantages du cloud et il y en a évidemment d'autres. Maintenant que vous avez présenté le machine learning et le cloud, on va vous expliquer en quoi l'AutoML est un outil puissant. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'AutoML? L'AutoML, c'est un processus d'automatisation des tâches répétitives et fastidieuses de développement de modèles de machine learning. Les trois grandes plateformes cloud ont un service d'AutoML dans leur environnement. On a Azure Machine Learning pour Azure, Amazon SageMaker pour AWS et Vertex AI pour Google Cloud Platform. Et il est à noter que le nom du service de Google, qui s'appelait autrefois Google AI Platform, et vient juste de changer il y a 3 semaines, 1 mois. Tout ça pour vous dire que l'AutoML, c'est un sujet récent et qui bouge très vite. Et on a aussi d'autres acteurs comme DataQ et DataRobot qui, eux aussi, offrent des fonctionnalités d'AutoML. Alors, l'AutoML a besoin de 3 informations pour se dérouler. La première information, c'est un jeu de données. La deuxième information, c'est une métrique d'optimisation qui sera utilisée pendant l'entraînement du modèle pour sélectionner le meilleur. On va avoir par exemple l'AUC, la précision, l'erreur quadratique moyenne. Et enfin, la troisième information, ce sont les contraintes de temps et de coût qu'on associe à l'entraînement du modèle, c'est-à-dire pendant combien de temps va-t-on entraîner le modèle et quelle capacité de calcul va-t-on utiliser pour entraîner les modèles. Tout ça, ça va nous permettre de faire de l'AutoML et d'établir des modèles de prédiction. La valeur ajoutée de l'AutoML, c'est qu'elle peut potentiellement prendre en charge automatiquement les étapes 3 à 6 d'un projet de machine learning, c'est-à-dire du nettoyage des données à la construction du modèle de prédiction. Et ça va modifier l'approche classique d'un projet de machine learning et déporter le temps qu'on passe à bien comprendre les problématiques métiers. Et selon les plateformes, on va avoir plus ou moins de fonctionnalités prises en charge par l'AutoML. Rapidement, on va voir quelques caractéristiques qu'on a relevées en ce qui concerne l'AutoML. Alors, premièrement, l'AutoML est tout public, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir coder pour faire de l'AutoML, mais cependant, il faut savoir interpréter les résultats. Ensuite, les modèles qu'on génère sont rapidement industrialisables et déployables. L'AutoML est intégrable facilement dans la chaîne data et utilisable avec d'autres outils présents sur la plateforme. Ensuite, évidemment, comme l'AutoML automatise certaines tâches, on va avoir moins d'interventions manuelles dans un projet de machine learning. Et enfin, l'AutoML est plus ou moins boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément les algorithmes qui vont tourner derrière. Maintenant qu'on a vu en quoi consiste l'AutoML, on va vous illustrer ça avec le use case qu'on a traité avec Google, Amazon et Azure. Pardon. Bien, alors, au moment de la rédaction de cette présentation, nous nous sommes posé la question quel use case choisir, et nous avons choisi de partir sur un use case où on sait que les modèles de machine learning sont en général extrêmement performants, ou en tout cas tous les cycles analytiques ont fait leurs preuves. Et donc nous avons décidé d'illustrer notre présentation en prenant le cas du churn, customer churn. Donc, je sais que c'est une problématique qui est largement connue dans le milieu de la data, mais je vais rappeler rapidement ce qu'on entend par churn. Donc, on parle de churn quand un client va arrêter tout business ou termine toute relation avec une entreprise. Donc, c'est une problématique qui est extrêmement importante pour toutes les entreprises puisque de nombreuses études depuis ces dernières décennies ont montré que d'aller acquérir de nouveaux clients coûtait beaucoup plus cher que de retenir les anciens qui sont sur le départ. Et donc, voilà. Et donc, pour identifier, le but, ça va être d'identifier les clients qui vont potentiellement churner. Et pour cela, voilà, c'est ce que je disais en introduction, c'est que le machine learning et les cycles analytiques ont largement fait leur preuve et ont aidé de nombreuses entreprises à réduire ce taux de churn. Et donc, pour voilà, vous présenter un petit peu plus en détail les enjeux du churn, nous avons créé cette entreprise fictive, Sociosphone, qui est une entreprise donc de télécommunications. C'est d'autant plus intéressant que le secteur des télécommunications est un secteur qui évolue qui évolue très vite, beaucoup plus vite que même de nombreuses entreprises
notamment parce que mobile et connectivité sont des pans intégral hein, de nos vies, que ce soit via le streaming, l'IoT, le paiement, les messages, la géolocalisation, etc. Donc, c'est un secteur si dynamique que il y a de nombreux acteurs. Alors, c'est à la fois des opportunités et des menaces. Et donc, la problématique du churn est aujourd'hui vraiment fait partie du paysage économique de ces business, tant son importance est grande. Donc, pour souligner, voilà encore plus l'enjeu du churn, donc nous avons dans le cas de Sociosphone, qui a un revenu mensuel de à peu près 1 million d'euros par mois, donc oui, donc un revenu mensuel d'1 million d'euros. On a fixé le coût d'acquisition d'un client à 100 euros. Et donc vous voyez que dans le cas d'un taux de churn de 10%, cela signifie que pour rester simplement à l'équilibre, euh, par mois, l'entreprise doit dépenser 500 000 euros pour rester simplement à l'équilibre. C'est la moitié de son revenu mensuel. En diminuant simplement le taux de churn de 10 à 5%, donc en baissant ce taux de 5%, euh, tout d'un coup, on ne dépense plus qu'un quart de ce revenu mensuel. Et donc, ça libère un quart, soit pour mener soit pour faire de nouveaux investissements, nouvelles campagnes marketing, etc., pour commencer à véritablement décoller le business. Et donc, quel va être l'objectif de notre cycle analytique pour aider Socio à descendre son taux de churn? Ça va être simplement d'identifier les churners potentiels. Et donc, la prédiction et donc ce cycle analytique va couvrir de nombreuses phases. On va passer de la compréhension du marché. Donc, par exemple, les clients vont et viennent, soit en fonction des déceptions, en fonction des offres qui peuvent être faites. Donc, par exemple, en France, il y a eu le Free qui est arrivé sur le marché dans les années 2010 et qui a véritablement révolutionné le paysage des télécommunications en France. Donc, c'est un bon exemple d'événements importants à prendre en compte. Après, on va sélectionner les données qui vont être intéressantes. Voilà, faire l'analyse, un premier processing des données. Et ensuite, on va implémenter et évaluer les nouveaux algorithmes, les algorithmes de machine learning. Donc, à notre disposition, nous avons des données comportementales, voilà, sur le comportement des clients, que ce soit des données d'ordre démographique, des données plus sur leur usage de leur souscription téléphonique, de leur téléphone, etc. Et aussi des données de type facturation et des données de feedback, de service après-vente qui pourraient être présentes. Donc, tout ça pour un total de plus d'une centaine de colonnes et 46 000 clients à peu près, 46 000 entrées évaluées. Et donc, l'objectif, ça va être de prédire la variable cible cette variable cible va répondre à la question: est-ce que le client a churné ces 10 derniers mois? Donc voilà, si je rentre dans les détails, c'est simplement une variable binaire qui prend 0 ou 1. 1 s'il a churné ces 10 derniers mois, 0 sinon. Et donc, une des contraintes majeures que l'entreprise rencontre, c'est elle est récente et qu'elle n'est pas encore full data driven. Et donc, elle a en projet notamment de faire des algorithmes poussés pour identifier les churners, mais elle voudrait avoir un premier modèle qui soit mis en production rapidement, parce que comme vous l'avez vu dans le slide précédent, gagner 1% de taux de churn, c'est déjà énorme. Et donc, elle voudrait pouvoir à ses équipes marketing d'identifier au plus vite les clients potentiellement churners. Donc voilà pour l'introduction de ce use case. Donc, nous allons maintenant passer à la démonstration sur les trois plateformes. Donc, nous allons commencer par la plateforme de Google, puis la plateforme de Microsoft, et enfin, on terminera par Amazon. Donc, à savoir que ces trois plateformes ont la même base, c'est-à-dire que ce sont des interfaces qui viennent se greffer sur les packages Python de machine learning classique, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce qui tourne derrière. Simplement, ce qui est nouveau, ça va être l'interface et la manière voilà, dont ces éditeurs nous amènent les informations. Donc, je vais passer sur l'interface.
Voilà, donc là, vous êtes sur Google Cloud Platform et plus précisément donc, sur leur service qui s'appelle Vertex AI, qui est donc leur plateforme d'auto-ML. Donc, voilà, vous allez voir, c'est extrêmement intuitif, notamment sur GCP. Donc, c'est la page d'entrée de Vertex. Donc, pour pour mettre en place ce projet, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur. Donc, vous allez créer ce qui s'appelle un dataset. En créant ce dataset, vous allez choisir à la fois le type de données que vous allez entrer et la problématique que vous allez traiter. Par exemple, vous pouvez faire de la classification d'images, vous pouvez faire de l'analyse de sentiments, il y a même de l'analyse de vidéos sur Vertex, ou alors les données tabulaires, et c'est ce qu'on va faire avec de la régression ou de la classification. Donc, on crée ce dataset, et ensuite, vous allez simplement mettre les données dans ce dataset. Donc, soit vous pouvez le faire depuis votre ordinateur local ou depuis une autre source de données. Alors, nous avions mis nos données dans le Cloud Storage, qui est le service de stockage de données de GCP, ce qui permet d'aller un peu plus vite. Et donc, donc les données sont introduites et là, nous voyons tout de suite que les données ont été lues, ont été mappées. On constate les différentes colonnes. On pourrait générer également des statistiques pour savoir les valeurs manquantes, etc., pour faire une première analyse rapide. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être d'entraîner un nouveau modèle. Et donc là, vous allez remplir, par exemple, l'objectif de votre problématique, donc une régression ou une classification. Donc là, on est évidemment sur une classification. Et vous allez choisir donc AutoML, puisqu'on est là pour ça. Ensuite, vous allez remplir le nom du modèle, choisir la cible. Donc, notre cible, elle s'appelle Churn. Je rappelle, c'est est-ce que le client a churné ces 10 derniers mois? Vous allez ensuite avoir différentes options de sampling. Alors, c'est des samplings qui sont simplistes, entre guillemets, c'est-à-dire que vous choisissez soit un random assignment, soit vous allez le faire de manière manuelle ou alors de manière chronologique si cela est pertinent. Donc, nous, on va le laisser en random et on va continuer. Ensuite, vous arrivez sur une interface qui va vous permettre de sélectionner les colonnes que vous voulez ne pas inclure dans la modélisation. Vous pourrez également à terme choisir la transformation pour chacune des données. Alors, pour l'instant, c'est uniquement en apply. Comme Billy l'a dit la dernière fois, Vertex, c'est un service qui existe depuis 2 semaines. 3 semaines, donc c'est véritablement tout nouveau et en construction. Il y a pas mal de fonctionnalités en preview, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir aussi, dans les options avancées, choisir votre métrique d'optimisation. Donc, par défaut, c'est la log loss. Nous avons choisi de rester sur l'AUC pour pouvoir faire une comparaison la plus optimale possible entre les 3 plateformes. Et une fois cela, on continue. Alors ici, on va choisir ce que Google appelle le budget. En réalité, c'est la machine. Donc, on reviendra dessus dans la conclusion. Mais voilà. Et donc, une fois que vous avez rempli, par exemple, vous pouvez start the training et donc commencer l'entraînement. Donc, l'entraînement peut durer longtemps. Donc, on l'a entraîné en amont. On va vous montrer le résultat. Donc, mon entraînement est présent ici. On voit qu'il est validé. Vous allez être tout de suite emmené sur le modèle champion, le modèle qui a décidé, que l'algorithme de GCP a décidé de nous proposer. Donc, nous avons plusieurs statistiques, que ce soit notre statistique principale avec l'AUC ou alors d'autres statistiques, style F1, précision, recall, etc., pour chacun des labels de la variable churn. Donc, on a quelques graphes pour nous rappeler tout cela, la matrice de confusion. Et enfin, feature important, donc l'importance des variables dans la modélisation. Donc, c'est une info qui est relativement intéressante, mais c'est tout ce qu'on a sur Google Cloud Platform, en tout cas sur Vertex, pour nous dire ce qui s'est passé dans le modèle. Les autres infos sont plutôt des métadonnées, notamment le budget original, le temps d'entraînement, etc. Donc, et ensuite, Vertex propose également une solution de batch prediction qui permet de vraiment en clic-bouton simplement d'appliquer le modèle à une nouvelle table et vous obtiendrez une table scorée en sortie. Donc, c'est tout pour Vertex. On va pouvoir passer à Azure. Alors, sur Azure, on a un service qui s'appelle Microsoft Azure Machine Learning, dont on accède. Et ici, on est sur le studio. À gauche, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités qui sont proposées par Azure Machine Learning. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est plus particulièrement ML automatisé. Ce qu'on va faire rapidement, on va créer un entraînement.
On va voir qu'on a besoin d'un jeu de données. Ce jeu de données-là, on l'a téléchargé avant pour aller plus vite dans ce webinaire. On va le sélectionner. On a importé un fichier CSV. On va le sélectionner et on arrive sur la configuration de l'exécution. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir rapidement. On va donner un petit nom à l'expérience, webinaire par exemple. Il faut choisir ensuite une colonne à prédire. Comme sur Google, comme sur GCP, on va choisir le turn. Et enfin, on a la possibilité de créer une capacité de calcul, un cluster de calcul. On va voir rapidement comment on le fait. Du coup, on va créer une machine virtuelle. Ce qui est intéressant à voir, c'est ici, vous pouvez voir toutes les caractéristiques de la machine virtuelle que vous choisissez, par exemple le nombre de cœurs, la RAM, le stockage, etc. Et aussi une information importante, le coût associé à cette machine par heure. Par exemple, si cette machine-là tourne pendant 1 heure, on va dépenser 0,18 $. Donc nous, on a créé une machine qui s'appelle Webinar Compute. Ah, j'ai oublié. Ouais, Webinar Compute. Et ensuite, on arrive sur les paramètres des algorithmes. On veut prédire un churn, du coup, on va faire de la classification et on a aussi la possibilité d'activer ou non le deep learning. Dans les configurations supplémentaires, il est possible, comme sur GCP, de choisir la métrique. On va choisir l'AUC. Et ensuite, on a la possibilité de bloquer ou non des algorithmes. Par exemple, on pourra bloquer SVM. Et ensuite, on a aussi des autres paramètres qu'on laisse par défaut, le critère de sortie, la validation et le nombre d'exécutions simultanées. Si on clique sur enregistrer, et sur terminer, on va arriver sur... l'entraînement va se faire et va prendre plusieurs heures, 3 heures, 3 à 4 heures. Du coup, on l'a fait avant et on arrive sur... c'était celui-là, on a fait le 31 mai. Du coup, ici, vous pouvez voir un résumé des données. Ça a démarré le 31 mai, ça a duré combien de temps, etc. Et le meilleur modèle en fonction du critère qu'on a choisi. Très rapidement, avant de regarder plus en détail ce modèle, on va voir le pré-processing des données qui a été fait par l'AutoML. Premièrement, l'AutoML va séparer le jeu de données en un jeu de données train et un jeu de données de validation, 90%, 10%. Ensuite, l'AutoML va détecter que les classes ne sont pas équilibrées. Ensuite, l'AutoML va imputer des valeurs en ce qui concerne les valeurs manquantes. Par exemple, pour les valeurs numériques, l'AutoML va imputer les moyennes pour les valeurs manquantes. Et enfin, l'AutoML va détecter des champs avec une grande cardinalité et du coup va passer par des tables de HM. En ce qui concerne les modèles qui ont été entraînés, on va avoir toute une liste de modèles avec, si c'est le cas, un pré-processing supplémentaire qui est appliqué. Et du coup, le meilleur modèle en ce qui concerne la métrique d'optimisation, c'est le premier, Voting Ensemble. On va voir rapidement. Alors, ce qu'on a dedans, voilà, c'est pareil, c'est un résumé du modèle avec l'AUC. Et quand on va dans la métrique, on peut voir que l'AutoML calcule automatiquement tous les métriques, l'AUC, etc. Maintenant, vu que ce modèle est le meilleur pour l'AUC, on peut cliquer sur déployer pour déployer le modèle. Du coup, on va l'appeler best model, par exemple. Et du coup, ici, on doit choisir un type de calcul. Azure Kubernetes Service, c'est pour la production. Et instance de conteneur Azure, c'est pour les tests et le déploiement. Et on a aussi la possibilité d'activer ou non l'authentification. Alors ça, on l'a fait, et vous arrivez sur un point de terminaison. Il va s'appeler best model. Et du coup, voilà, vous avez un résumé de ce point de terminaison. Vous pouvez le tester en rentrant des valeurs numériques ou des valeurs de texte. Et vous pouvez le consommer à partir d'une URL REST qui vous est fournie par Azure. Ce modèle-là, on l'a utilisé avec Power BI pour illustrer les prédictions. Alors, je vais passer sur Power BI. Terminer le partage. Ça. On va aller sur Power BI ici. On va
Là, on est sur Power BI, on peut voir qu'on a rentré un jeu de prédiction. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans transformer les données. Transformer les données nous ramène vers Power Query. Et dans Power Query, il est possible d'utiliser le modèle qui a été généré sur Azure Machine Learning. Et du coup, sur Azure Machine Learning, on va voir le modèle Best Model qu'on va appliquer à ce jeu de données de prédiction. Voilà, ça se connecte. Voilà, on peut voir Best Model, celui-là. C'est bon, on peut voir Best Model et du coup, on peut voir tous les champs de la table de données. On l'utilise et visuellement, ce qu'on obtient, on obtient les prédictions du jeu de données avec le modèle qui a été généré sur Azure. Maintenant qu'on a vu Azure, on peut maintenant passer sur Amazon avec Benjamin. Du coup, je vous remets le navigateur. Voilà. Merci, Vicky. Alors, nous voici sur AWS et plus précisément sur un service qui s'appelle Amazon SageMaker. Amazon SageMaker, ça va regrouper à la fois vraiment leur instance de machine learning et cette phase d'auto-ML. Alors, ça se présente de manière un petit peu différente des deux dernières de GCP et d'Azure, puisque là, on avait vraiment des interfaces exclusives à cette auto-ML. Là, vous allez voir, il faudrait ouvrir, donc il faut créer un utilisateur, ouvrir, et vous allez venir ouvrir le studio de Amazon SageMaker Studio. Et ouvrir ce studio-là, ça va vous emmener en fait sur une page Jupyter, donc un notebook qui va être, qui est évidemment un petit peu designé par AWS. Et donc, ça vous crée un environnement où en fait, vous allez pouvoir, d'une part, créer vos propres notebooks, faire vos algorithmes de machine learning manuellement. Et d'autre part, ça va vous donner accès à l'interface justement de SageMaker Autopilot que vous pouvez voir ici, Build Model Automatically. Donc, vous ouvrez cette page et donc là, on va retourner un petit peu sur le même style d'interface qu'on a vu précédemment. Donc, vous pouvez remplir le nom alors là, ça s'appelle une expérience, donc vous pouvez remplir le nom de l'expérience, choisir différentes options et notamment donc choisir le S3 bucket name. Alors, qu'est-ce que c'est? Le S3, c'est l'instance de stockage dans le cloud de AWS. Donc, c'est là où on a stocké nos données. Donc, dans le bucket, c'est l'environnement webinar AutoML. Et donc, dedans, vous pouvez le voir, on va sélectionner notre CSV. Ensuite, on va sélectionner notre cible, donc toujours la même, la variable churn. On va ensuite aller chercher cette fois-ci le bucket dans lequel on veut mettre nos données de sortie, donc toutes les informations sur le modèle. Et donc, vous allez ensuite avoir le choix du problème de machine learning qu'on va adresser. Vous pouvez soit le laisser en auto et SageMaker remarque très bien qu'on va faire une classification, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, je vous conseille tout de même de passer par la binary classification tout simplement parce que ça permet de choisir votre métrique d'optimisation. Par défaut, elle est en F1. Et or, nous, on voudrait justement l'AUC pour pouvoir faire la comparaison avec les autres plateformes. Vous pouvez ensuite choisir diverses options comme déployer automatiquement le modèle sur un endpoint et ou faire une expérience à minima. Voilà, c'est au choix. Et une fois que vous cliquez sur Create Experiment, l'entraînement est lancé. L'entraînement est lancé et donc ça va vous ouvrir cette page. Alors là, évidemment, l'entraînement est terminé puisque comme vous pouvez le voir, ça prend du temps. Simplement, ce qui va changer par rapport à ce que vous voyez à l'écran, c'est que c'est complètement dynamique. C'est-à-dire que vous allez voir les modèles qui vont tourner les uns derrière les autres avec la métrique qui va se mettre à jour évidemment automatiquement. Et ça va vous permettre, notamment si votre entraînement est trop long, de déployer un premier modèle rapidement. Alors, SageMaker va dans un premier temps vous délivrer deux notebooks. Un premier notebook qui va être une phase d'exploration des données. Donc là, vous allez avoir pas mal d'informations sur les données que vous lui donnez, que ce soit
des statistiques descriptives, hein, avec des moyennes, des choses comme ça, les valeurs manquantes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des actions suggérées, donc notamment quand il trouve qu'une catégorie est trop biaisée, il va vous dire de la ressembler. Enfin voilà, il y a pas mal il vous donne pas mal d'indications pour pouvoir faire votre data preprocessing manuellement, si vous le souhaitez. Et le deuxième notebook qu'il va produire, c'est tous les modèles qu'il va tester. Donc, par défaut, SageMaker, il va tester 250 modèles en parallèle. Il va choisir le meilleur de ces 250 modèles. Et donc là, vous avez tous les modèles qu'il va tester. Alors, par exemple, celui-ci, donc vous pouvez voir DPP0 XGBoost. Qu'est-ce que ça veut dire? DPP0, c'est le preprocessing 0. Il nous explique ce que c'est. Donc, il utilise un algorithme particulier, notamment pour les valeurs manquantes et pour les variables catégorielles qui auraient trop de cardinalité. Et ensuite, après ce data preprocessing, il va appliquer l'algorithme XGBoost, donc de gradient boosting. On remarque que la machine, vous avez pu voir précédemment, on n'a pas du tout choisi la machine. C'est Amazon SageMaker qui décide lui-même la machine en fonction des données et de la problématique. Et donc voilà pour les modèles qu'il va utiliser. Donc une fois que tous les algorithmes ont tourné, donc vous pouvez voir le best modèle. Donc vous pouvez soit le déployer manuellement si vous avez choisi de ne pas le déployer automatiquement dans la dernière vision. Et sinon vous pouvez aller voir les détails du modèle. Alors on l'a très vite passé sur Azure, mais sur Azure on retrouve les mêmes informations, c'est-à-dire d'importance des variables et surtout qui est-ce qu'est notre modèle. Contrairement à GCP où là on n'avait pas ces informations-là. Là on a vraiment tous les paramètres mathématiques du modèle. Qu'est-ce qui s'est passé, le data preprocessing qui a été effectué, etc. On a évidemment les AUC pour la validation et le training. Et donc si on revient dans Amazon SageMaker, il y a une interface en clic-bouton qui permet également de faire des prédictions, prédictions par lot, prédictions par batch, qui va vous permettre en clic-bouton, de la même manière que sur GCP, de faire de prédire un fichier CSV que vous aurez au préalable amené. Et comme sur Azure, vous avez la possibilité d'utiliser, alors cette fois c'est pas Power BI, c'est QuickSight, donc qui est le logiciel de visualisation et de BI d'AWS, pour connecter automatiquement votre modèle que vous aurez déployé sur Amazon SageMaker sur des données, avec un peu de vise et le tout en clic-bouton sans passer par du code. Donc on va repasser pour la conclusion et l'étude, voilà ce qui s'est passé sur ces trois plateformes en termes de résultats, en termes de conclusion et donc hop, on va passer sur le PowerPoint. Voilà. Azure AWS. Et donc, le premier point, ça va être sur la performance qu'on a observée. Donc, on a fait une espèce de super validation, c'est-à-dire qu'au départ, on avait 56 000 lignes chez nous en local. On a décidé de faire la comparaison avec, on a décidé de couper 10 000 lignes, de les garder pour nous et de faire une espèce de super validation pour vérifier que les plateformes, entre guillemets, ne nous mentaient pas. C'était vraiment pour vérifier ce qui se passait. Et donc, on remarque que, alors, vous allez le voir dans la slide suivante, mais les AUC qui sont affichés par les plateformes sont relativement similaires aux alentours des 0,80. Donc, c'est des bons modèles sur le papier avec des bonnes performances. Simplement, on remarque que le comportement des modèles qui ont été sortis par les trois plateformes sont extrêmement différents. Donc, typiquement, vous allez avoir Azure où là, vous êtes sûr de pratiquement pas faire d'erreur quand l'algorithme va mettre en lumière un churner. Par contre, il va en capter extrêmement peu par rapport à AWS qui, lui, va capter énormément de churners, quitte à faire des erreurs. Mais en tout cas, il a le plus de churners. GCP va proposer un compromis plus intéressant entre les deux, avec cet équilibre entre précision et erreur. Donc, voilà, au-delà de la performance, vous voyez qu'il y a aussi énormément de différences entre les trois plateformes. Donc, évidemment, que ce soit en temps d'entraînement ou en termes de machines, les machines sélectionnées sont différentes. On a vu que les modèles de sélection des machines sont extrêmement différents. Vous n'avez pas les mêmes choix. Vous n'avez pas voilà, c'est pas la même chose. Et donc,
vous disais, la performance AUC est sensiblement la même. Une chose qui va changer et qui est liée à la machine, justement, ça va être le coût. Donc, comme vous pouvez le voir là à l'écran, il y a des différences extrêmement fortes entre les trois plateformes. Azure, on pouvait choisir notre machine manuellement, donc forcément, on a voulu jouer l'économie. Sur AWS, on n'avait pas le choix, donc on a une machine un peu plus chère. Donc, dans ces deux cas, la facturation est vraiment à l'utilisation de la machine. Tandis que GCP, on va payer à la fois l'utilisation de la machine et le service Vertex. Donc il y a un double coût, donc qui rentre un peu qui font écho. Ensuite, on vous a précisé ce qui était possible de faire sur les trois plateformes en termes de prédiction par batch et de prédiction en stream, en code ou en no-code. Donc comme vous pouvez le voir, GCP, il leur manque une interface pour du style de Power BI ou de QuickSight pour avoir un produit quasi fini. Ensuite, alors ça, c'est plutôt notre ressenti sur le côté user-friendly des interfaces. Donc, on a trouvé que GCP était très facile à prendre en main. Azure était aussi relativement aisé à prendre en main, même s'il y a déjà plus de détails, plus de spécificités à connaître. AWS, ça a été un peu plus compliqué. Comme vous avez pu le voir, il faut passer par un notebook Jupyter. Donc, si on n'a pas vraiment de notion de code, même si c'est une interface, ça commence à être un peu plus compliqué. Côté boîte noire de l'AutoML, alors GCP, vous avez vu, on n'a pas du tout d'infos sur le modèle, sur ce qui s'est passé. On a des infos sur sa performance, mais on n'a pas d'informations sur quel modèle, quel process a été effectué, etc. Contrairement à AWS et Azure, où là, on a pratiquement toutes les infos, les mêmes infos que si nous, on l'avait fait à la main en amont. Donc, pour conclure, donc vous avez vu, il y a énormément de différences. Et on pense que pour apprivoiser ces différences, un utilisateur, même si un utilisateur n'a pas besoin d'autant de connaissances techniques que quelqu'un qui mènerait un algorithme de machine learning ou un cycle analytique from scratch, il y a quand même besoin d'avoir certaines notions pour orienter ses études. Notamment, on l'a vu, des notions de statistiques élémentaires dans le tableau précédent, puisqu'on voit que les trois modèles n'ont pas du tout les mêmes performances, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs finaux. Et donc, plutôt qu'un véritable remplacement du machine learning manuel, entre guillemets, on pense plutôt que ces outils d'AutoML seraient vraiment utiles en complément. C'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir avoir plusieurs informations extrêmement rapidement, le type de data pré-processing qui serait efficace sur nos données, le type de modèle qui serait les plus pertinents, et tout simplement, dans le cadre de notre use case, ça permet aussi de développer un premier modèle qui sera fiable en production extrêmement rapidement, et ce qui permet également de se concentrer à la fois sur un montage manuel d'un algo de machine learning plus classique, et de se concentrer vraiment sur les variables, les données qui seraient les plus à même de répondre à la problématique, et donc pour nourrir ce cycle. Donc, on a terminé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre avec Nathalie. Merci beaucoup pour cette présentation, Benjamin. Alors, en effet, il y a quelques questions sur le chat. On va commencer à y répondre et si d'autres questions arrivent, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, on a une première question qui a été posée quand on était sur GCP. Donc la personne demande en quoi cette plateforme fait auto. On est plutôt sur du ML simple. Alors, dans l'auto-ML, il y a le terme auto, c'est-à-dire que c'est complètement automatisé. Vous avez le data pre-processing qui est fait en amont. Vous avez tout ce cycle en fait qui est automatisé. On peut le remontrer sur les slides précédentes, notamment sur les étapes d'industrialisation d'un modèle de machine learning plus classique. Voilà, ce qui est important dans AutoML, c'est qu'on va pouvoir se passer de plusieurs étapes qui sont en général gourmandes en temps et en énergie pour les data scientists ou les data ingénieurs, notamment tout ce qui est la phase de nettoyage de données, de définition des variables explicatives, etc. Et ensuite, évidemment, il y a la construction du modèle. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est automatique dans cette plateforme GCP. Deuxième question.
Imputer les données manquantes par la moyenne n'est pas recommandé à cause de l'effet de distorsion obtenu après imputation. Y a-t-il possibilité d'ajuster les méthodes d'imputation? Il me semble que la question a été posée sur Azure. Sur Azure, par défaut, on va voir l'imputation par moyenne. Après, il me semble qu'on peut justement changer cette méthode d'imputation, mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est on a voulu garder vraiment les fonctionnalités par défaut qu'offraient les différentes plateformes pour que quelqu'un qui ne sache pas coder euh, puisse exécuter, les entraînements des modèles de prédiction sans avoir à faire du code ou juste en clic bouton. Et ce qui est très intéressant, c'est que Azure laisse la possibilité d'avoir cette interaction, d'avoir beaucoup plus d'interactivité, notamment et de contrôle donc, sur les transformations, sur un peu de data pre-processing en amont qu'on peut choisir en clic bouton, ce que effectivement on ne propose pas du tout GCP, en tout cas pour l'instant, et AWS typiquement où là on n'a aucun contrôle sur ce qui se fait à l'intérieur. Troisième question. Quel est le ratio dans la variable churn? C'est-à-dire combien de 0 et combien de 1 avez-vous utilisé? Alors, on avait des données qui étaient complètement skewed. On a environ 10%. D'ailleurs, je peux vous remontrer, si vous voulez, la conclusion où nous, on avait nos données brutes. Derrière, vous le voyez, hein, on est environ, si je grossis le trait, il y a 10 000 zéros et il y a 1000 1. Voilà, c'est donc évidemment des données complètement skewed. Et c'était fait, on l'a fait consciemment. Hein, c'était vraiment pour voir justement les limites. C'est ce que je précisais dans la conclusion, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin, même si sur le papier, c'est des solutions qui vont permettre à tous les métiers de prendre en main des algos qui sont normalement compliqués et puissants au départ, il faut quand même des connaissances stats élémentaires, que ce soit pour interpréter les résultats ou pour savoir par quelle ficelle utiliser pour pouvoir répondre mieux à la problématique. Donc, j'ai la même personne qui est rebondie sur cette question. Et quel est le minimum de 1 nécessaire pour construire un modèle en volume ou en pourcentage par rapport au 0? On n'a pas essayé avec 0,1, mais on pense, je pense que même s'il y a un seul 1, il tournerait quand même l'algorithme. Je pense pas qu'il y ait de limite véritablement. Bon, alors après, statistiquement, en tant que mathématicien, je ne recommande pas vraiment de faire ça, mais c'est possible, c'est possible. Autre question. Vos use cases répondent à la question de créer un modèle de façon automatique avec une base statique. Toutefois, suite à cette première étape, avez-vous fait un pipeline permettant de gérer des décisions automatiques, entre parenthèses, management des modèles, si on doit refaire le modèle ou pas à chaque nouvel enregistrement qui arrive en temps réel? Okay. Alors oui, donc toutes les étapes de CI/CD, on les a pas abordées parce que c'est entre guillemets déjà chaque plateforme ont en général leur propre solution. Alors après, on peut rentrer dans le détail. AWS, alors surtout AWS, parce que dans AWS en fait, intégré à SageMaker, donc à l'interface du machine learning, il y a toute cette gestion de CI/CD qui est faite. C'est-à-dire que vous pouvez déployer typiquement dans une expérience, donc c'est une exécution dans AWS, vous pouvez déployer 2 modèles différents et les enregistrer justement pour faire ce mode AB en production. Et vous allez avoir un suivi qui est extrêmement graphique. C'est une belle interface qui va vous permettre de voir au cours du temps comment vos données, vos modèles vont se biaiser naturellement et être capable justement automatiquement de changer de modèle si le modèle devient trop biaisé. Sur Azure, il me semble que c'est un service à part entière qui permet de faire ça, bien évidemment avec la connexion au point de terminaison soulevé. GCP, je ne suis pas sûr que ça existe. Mais donc, oui, donc c'est possible de faire un pipeline comme ça, tout à fait. On n'est pas allé jusque-là, mais c'est tout à fait possible. Après, pour tout ce qui est de réentraînement from scratch, là, on devra passer par du code. En tout cas, c'est évidemment faisable, mais il faudra passer par du code. Alors, j'ai la même personne qui posait la question sur le 1-0 qui a rebondi sur votre réponse.
et qui demande « Le modèle n'est pas déséquilibré et du coup donne des résultats biaisés ». Oui, absolument. Absolument, c'est ce qu'on disait. Oui, absolument, c'est ce que je disais, hein, sur faire attention à avoir des connaissances statistiques pour être sûr que les performances soient au rendez-vous. Déjà par interprétation des résultats qu'on a, quel modèle serait mieux, et à la fois sur comment aborder toutes ces questions délicates que sont le sampling, etc. Super. Alors, j'ai une personne qui vous remercie pour la présentation qui est très intéressante et qui a 2 questions. Quelles sont les possibilités en ce qui concerne les machines? Alors, on l'a vu un peu dans la conclusion. Pour GCP, on peut choisir le nombre de machines, mais on ne peut pas choisir le type. Pour Azure, on a vu qu'on pouvait voir les caractéristiques de chaque machine en ce qui concerne les cœurs, la RAM, le stockage et aussi les coûts. Et pour AWS, on n'a pas de choix possible sur l'interface. Merci. Et donc, la 2e question, le ressenti de vos expériences sur les 3 clouds? Moi, mon ressenti, c'est que, comme l'a dit Benjamin, sur AWS, c'est un peu moins user-friendly. Et sur Azure, vu que j'ai beaucoup utilisé Azure, et que la documentation est aussi très bonne sur Microsoft, pour moi, l'utilisation d'Azure était nettement meilleure que les autres. Après, Google aussi, c'était facile à manipuler. Mais pour Azure, voilà, vu que c'est un peu plus complexe, mais ça permet de faire plus de choses, c'est du coup un peu plus difficile à manipuler. J'ai effectivement le même ressenti, d'autant plus d'un point de vue mathématique. GCP laisse pas du tout. En plus, personnellement, je suis certifié SAS, et or Microsoft, Azure et SAS sont en partenariat. Donc, très naturellement, je me suis senti plus à l'aise sur Azure. Voilà. Après, ça dépend aussi beaucoup des appétences de chacun. Quelqu'un qui aura passé un peu de temps sur AWS sera enchanté d'AWS, etc. Mais c'est notre ressenti sensiblement le même. Super, merci. Eh bien, écoutez, messieurs, j'ai l'impression que nous avons fait le tour des questions. Personne n'écrit, donc je suppose que c'est fini. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. Nous vous ferons parvenir le replay de ce webinaire si jamais il y a d'autres questions. N'hésitez pas à rentrer en contact directement avec nous. Très bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.